Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. Sujet de société, on va de nouveau se poser la question sur cette société réunionnaise. On va essayer d'apporter quelques éléments de réponse, c'est dans Causement Réunionnais. Et pour en parler ce soir, trois invités. D'abord celui qui porte un combat depuis maintenant quelques années, Salim Moussadji, bonsoir. Bonsoir. Paul Waro est également un de ces personnes qui non seulement portent le combat, mais apportent aussi des éléments de réponse. Et le psychosociologue Arnold Jacou, lui, a un regard un peu plus large, un peu plus... Je ne suis qu'un témoin. D'accord, mais justement, parfois, les témoins est en danger. Donc, on va essayer quand même, malgré tout, d'apporter des éléments de réponse. D'abord, Salim Moussadji, il y a cette affaire qui date maintenant depuis quelques années. Il y a eu une décision il y a quelques temps. Oui, en fin décembre, j'ai été relaxé de diffamation. Alors, on va rappeler que depuis quelques années, il y a ce combat que mène Salim Moussadji contre d'autres chefs d'entreprise qui lui a pris son outil de travail. Et que depuis un moment, il y a beaucoup de décisions de justice. Et là, c'en est une autre. Et cette fois-ci, là, en tout cas, enfin, il y en a eu pas mal que vous avez gagné. Et là, c'est une autre que vous avez gagnée. Oui, en fin de compte, le problème, c'est que l'affaire de fond, ça date de 16 ans. On était deuxième importateur de La Réunion. On s'est fait spolier par un réseau de multiples complicités. Et on peut parler maintenant d'ailleurs, j'étais à Paris il y a quelque temps pour un procès contre une banque qui a été pour rupture abusive des concours bancaires et collusion frauduleuse avec nos adversaires pour l'accaparement de nos sociétés. Et du coup, on aura le délibéré le 18 mai, sauf que c'est un engrenage parce qu'au pénal, on avait déposé des plaintes ici contre tous ces gens-là. Les plaintes ont été anéanties, les rapports qui les gênaient mis sous la table. On a fabriqué par deux experts judiciaires un rapport bidon, et voilà, qui vient de servir de base à d'autres. Et c'est pareil dans les mêmes affaires, donc on subit. C'est vraiment, il y a Yann Aspardo qu'on a rencontré à Paris qui a fait un livre, La supercherie judiciaire, de la criminalité en col blanc à la criminalité en robe noire. Notre affaire en est la parfaite illustration de cette criminalité en col blanc et la criminalité en robe noire. Paul Waro, la question, elle est peut-être un peu malicieuse, mais je vais quand même la poser. Est-ce que c'est parce que La Réunion est loin, à 10 000 km de la métropole? Est-ce que, parce que c'est dans l'esprit de beaucoup, c'est une ancienne colonie? Et encore une fois, comme je dis, l'histoire veut que La Réunion ne soit pas une colonie au sens propre du terme. Mais qu'est-ce qui fait que il y a des choses qui se passent ici qui ne se passeraient jamais ailleurs, jamais sur le territoire national? C'est pas parce qu'elle est loin, c'est pas parce qu'elle est une ancienne colonie, c'est parce que on a décidé qu'elle n'existe pas. C'est ça le problème. Il faut être. C'est pour ça que premier objectif, qui ça nous l'est. Il faut que les Réunionnais eux-mêmes, et non pas d'autres personnes extérieures, nous disent qui nous sommes. C'est nous qui devons dire qui nous sommes, qui ça nous l'est, et manifester notre présence et nos responsabilités. Parce que si ça n'existe pas, les autres font pour nous ce que nous devons faire et ils font de nous ce qu'ils veulent. C'est ça le problème de fond. Quelque part, il n'y a pas eu, de la part du peuple réunionnais, une absence d'émancipation? Il y a eu un formatage des Réunionnais, une manipulation, une instrumentalisation, comme vous voulez. Mais à un moment donné, d'ailleurs, ça ne date pas d'aujourd'hui. Depuis toujours, on nous a infantilisés et on a fait pour nous. On a aboli l'esclavage, on a fait la départementalisation, on a fait la décentralisation. C'est pas nous qui les avons faites. Alors, il faudrait qu'enfin on se réveille. Et là, c'est pas tel Réunionnais par rapport à tel autre. C'est
tous les Réunionnais ensemble. On vient d'Afrique, on vient d'Asie, on vient d'Europe. On a mélangé tout ça, comme dit Daniel Waro, la bâtardicité réunionnaise. C'est ça la Réunion. Et c'est cette réunion-là qui est française. C'est cette réunion-là qui doit discuter avec l'Europe. Et c'est cette réunion-là qu'on doit respecter. Aujourd'hui, on se dit cette réunion-là n'existe pas et à la Réunion, on peut faire ce qu'on veut. C'est ça le problème de fond. D'accord. Arnold Jacou, Oui. est-ce que le fait que cette population est issue d'au moins 3 continents, c'est ça qui complique un petit peu le fait que cette population est moins solidaire, travaille moins ensemble? Mais je sais pas, j'ai une image qui m'a frappé quand je suis arrivé à La Réunion. Ça fait longtemps, 35 ans en plus. C'est l'image du tapis mendiant. Oui. Et parce que j'avais recueilli le compte-rendu de rencontres qui avaient eu lieu sur le plan social et culturel autour de l'image, de la métaphore du tapis mendiant. Et moi, je dirais, pour répondre à votre question, on a un tapis mendiant, mais qui est décousu. C'est-à-dire, on a des morceaux qui existent, dont on connaît la provenance, mais qui n'arrivent pas, dont on n'arrive pas, le on étant pour moi difficile à définir, bien évidemment, il y a beaucoup de monde qui s'y mêle, dont on n'arrive pas, avec des morceaux avec lesquels on n'arrive pas à construire un tapis qui a sa cohérence, tout ça. Alors, qu'est-ce qui empêche que ce tapis se solidifie? Probablement, moi je suis assez d'accord avec ce que dit Paul, c'est-à-dire que nous sommes dans un monde où ici la population n'a rien à dire. Moi j'ai travaillé à Mafat, je voyais Mafat une population dans la servitude et dans l'insoumission, où tout était décidé par les institutions extérieures. Eh bien là pour la Réunion c'est pareil. Pour moi, je souscris tout ce qu'il a dit. J'ai été frappé de voir que l'abolition de l'esclavage n'a pas fait l'objet d'une conquête locale. C'était une décision qui venait d'ailleurs. On n'a pas de héros ici. On n'a pas de héros qui personnifie la volonté commune, cohérente, d'agir en faveur d'un peuple qui a ses particularités. Je le vois comme ça. La question, on le voit actuellement, on l'a vu avec la crise du Covid, les plus riches de cette terre s'est encore beaucoup enrichi. Avec la guerre entre la Russie et l'Ukraine, les plus riches continuent à s'enrichir. Est-ce que ce modèle mondial a de vraies répercussions ici à La Réunion? On voit que ceux qui ont de l'argent continuent à en vouloir plus et ceux qui n'en ont pas continuent à en voir de moins en moins. Là, vous touchez quelque chose de très important du point de vue réunionnais. C'est que le gros réunionnais est un petit par rapport au gros mondial. Tout à fait. Et le gros réunionnais est en train de perdre lui aussi. Il a perdu l'industrie sucrière, il a perdu la banque, il a perdu le port, il a perdu l'industrie agricole, il a la grande distribution, ouais. Il est en train de perdre le logement social. Aussi. Donc le gros réunionnais est petit. Et dans l'affaire qui nous occupe, le prédateur d'aujourd'hui se doute pas qu'il va être lui aussi absorbé demain, ouais. Par plus gros que lui. Oui. Et c'est pour ça que le problème... D'ailleurs, on a obligé d'ajouter l'automobile également. Mais oui, ouais. C'est pour ça que le problème n'est pas un problème du gros et de petit réunionnais. Ouais. Le problème est le problème du réunionnais. Qu'il soit gros, moyen ou petit. Oui, mais le gros en question, lui, il veut pas être petit, il veut pas se mêler aux petits, et il veut rester au-dessus. Alors, mais il peut plus, il est plutôt au-dessus maintenant. Lui aussi, il est raflé. C'est évident que lorsque un conseil d'administration livre son industrie à un industriel national, pour ne pas dire international, il a des indemnités. Donc, il va pas mourir de faim. Ça, c'est clair. Mais la responsabilité qu'il avait de l'industrie, il l'a perdue. Et il va gémir dans son coin. Il va pas montrer ça à tout le monde.
mais il va perdre la responsabilité qu'il avait. De la même chose pour le port, de la même chose pour la banque, de la même chose pour tout ce qu'on a dit. Le logement social. Le logement social. Donc, il faut que le Réunionnais, qu'il soit gros, moyen ou petit, se dise, il faut que le Réunionnais se débrouille. Alors que chacun ait sa place, oui, mais seulement sa place. C'est pour ça que dans l'affaire qu'on est en train de dire, là, de vouloir récupérer un petit par des moyens déloyaux, c'est pas moi qui le dis, n'est pas acceptable. Or, ce qu'il y a, c'est que le résultat des élections d'aujourd'hui, ou comme l'affaire que nous abordons, ou comme les autres affaires, on fait ce que l'on veut. Il n'y a pas d'opinion publique qui dit ça, on fait pas. Il y a à la Réunion, il n'y a pas un moment où on peut dire je vais faire ça, non, il fait. Et il faut qu'il y ait une force qui dise ça on fait pas. Et cette force-là n'existe pas. Et c'est ça qu'il faut créer en ce moment. La Fontaine a raison, que l'on soit puissant ou misérable, les jugements de cour nous rendront noirs. Blanc ou noir. Blanc. C'est clair. Et là, si notre fable de La Fontaine, c'est le chat, la belette et le petit lapin. Vous savez, la belette a pris le logement du lapin, ils s'entendent pas, ils appellent le chat pour arbitrer, et la fable dit, Ramina Grobis, le chat, mit les plaideurs d'accord en les croquant. L'un et l'autre. L'un et l'autre. En Adjakou, c'est, j'allais dire, aujourd'hui, à quel moment un puissant, on est puissant chez les petits et on est petit chez les puissants. Voilà. À quel moment l'être humain est capable de se dire, finalement, c'est dérisoire ce que j'ai et que je dois arrêter de croire que parce que je regarde les petits, je me sens puissant, mais quand je regarde les autres, ben, je suis petit. À quel moment on doit avoir cet acte de cette prise de conscience, cet acte de compassion? En général, c'est quand on en prend plein la gueule qu'on commence à se dire que nos prétentions et nos illusions se détériorent très rapidement. Je pense qu'il faut cette expérience de l'échec pour prendre conscience de la réalité. Tant qu'on surfe sur les possibilités que nous offre notamment un État français très généreux socialement avec les fonds publics, tant qu'on arrive à subsister de cette façon, eh bien, il n'y a pas de raison de s'inquiéter de sa taille. Mais en revanche, quand on en prend plein la gueule, je le répète, c'est une expérience salutaire pour commencer à prendre conscience de la réalité. Salim Moussadji, 16 ans de combat, le pot de terre contre le pot de fer. Et quelle serait pour vous votre analyse? Qu'est-ce que ça vous a amené à penser, à voir? On a vu que l'institution judiciaire n'est pas là pour dire le droit et rendre la justice. Elle est là pour maintenir les équilibres socio-économiques. C'est-à-dire que dans notre affaire, il y a au moins 7 jugements contre le droit français. Et ce qui est grave là-dedans, on ne met pas tout le monde dans le même panier parce qu'il y a des bons magistrats. Sauf que l'institution judiciaire aujourd'hui est devenue en grande partie un auxiliaire du pouvoir des puissants. Sans la complicité de plusieurs magistrats, jamais ils auraient pu nous faire ça. Et on le voit dans d'autres affaires. Ça veut dire qu'on a des gens, ben c'est ça, c'est le problème, c'est ça, c'est l'irresponsabilité d'un magistrat. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils sont jamais sanctionnables. Parce que veut dire que nous, on est obligé d'attaquer le patron, l'État, qui se retourne jamais contre le magistrat et de notre affaire. Qu'on dit que c'est blanc, on prouve que c'est blanc, et le juge nous dit que c'est noir. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et on a un jugement qui va tomber, qui va dire que c'est noir, oh c'est blanc. Et il y aura ce jugement, on aura l'autorité de la chose jugée. Et le gros, ben, il aura ça en main, et les dés sont pipés, c'est pour ça. On est tombé dans une véritable supercherie. La question est pour vous trois. Est-ce qu'aujourd'hui... Allez-y, vous voulez dire quelque chose? Ouais, je veux dire quelque chose sur l'institution judiciaire, mais j'attends votre question. C'était la question. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous regardez l'institution judiciaire, quand vous regardez les magistrats, est-ce que vous dites aujourd'hui, est-ce que le citoyen, la population, fait encore confiance à l'institution judiciaire, aux magistrats? Pour vous, c'est quoi? Paul Warreau? Alors, je dirais le peuple,
plutôt que la population. D'accord. La population, c'est le peuple quand il est administré. Le peuple, c'est le souverain. C'est celui qui décide. C'est celui qui dit quel est le cadre et celui qui dit quel est l'axe. Ce qui manque. Ce qui fait que les hommes politiques sont déboussolés. Et ils font ce qu'ils veulent. Mais enfin, ça, c'est un autre problème. Et pour arriver à ce qu'on a dit, ce qui vient d'être dit, il est évident qu'il y a un ordre, un système qui enferme les institutions et qui enferme les hommes des institutions. Et dans la magistrature, comme dont on vient de dire, on s'aperçoit que les contradictions sont à l'intérieur de l'institution. Dans l'affaire Moussadji, c'est le thème de mon article, tous les sujets d'accusation sont émis par l'institution. Mais l'institution fait un jugement contraire à ce qu'elle a constaté. C'est ça le problème. Parce que, mais aussi, la deuxième chose, c'est que l'institution, quelque part, a sanctionné les personnalités qui ont été coupables, qui ont été responsables de ces manquements au droit. Je ne dis pas à la justice, au droit. Mais malgré ça, le désordre se maintient. C'est pour ça que, pour s'en sortir, la première solution, c'est que nous autres, que nous soyons magistrats, que nous soyons gros, que nous soyons petits, on se mette autour d'une table pour l'honneur de la Réunion, pour l'honneur des Réunionnais, pour l'honneur des acteurs. Il faudrait qu'on se mette autour d'une table et qu'on dise arrêtons, il faut se mettre d'accord. Cela dit, si cette solution populaire, si cette solution n'est pas possible, il faudra trouver une solution institutionnelle, qu'il s'agisse d'une enquête administrative ou qu'il s'agisse d'une enquête parlementaire ou qu'il s'agisse d'une démarche administrative. Il faudra bien trouver une démarche administrative qui mette de l'ordre dans ce désordre qu'on a constaté. Encore faut-il qu'il y ait un appui populaire puissant qui aide à faire cela. Or, cet appui populaire puissant, il n'existe pas aujourd'hui. Donc, les acteurs sont abandonnés à eux-mêmes. C'est ça le drame, et de tout le reste. Ouais. Moi, ça fait donc depuis le début, depuis 16 ans que j'accompagne, si j'ose dire, je suis le témoin de l'affaire à laquelle Salim est mêlé, dont il est victime. Et j'ai suivi donc il y a quand même eu plus de 140 procédures sur cette affaire. Donc, je me pose des questions. J'ai suivi les affaires des tribunaux depuis donc 15 ans au moins. J'ai jamais eu affaire directement, personnellement, aux tribunaux, mais j'ai suivi ce qui se passait. Je vois que des gens mécontents, d'un côté, que des gens mécontents. Les justiciables sont mécontents. Et de l'autre côté, je vois des professionnels qui font leur travail, j'aimerais dire selon leur conscience, même si je pense bien qu'il y a un certain nombre de personnes parmi les magistrats ou parmi les avocats qui sont aussi peu recommandables qu'on peut l'être, ça c'est sûr. Mais c'est pas eux qui sont en cause personnellement. Je pense que le système judiciaire tel que je le vois fonctionner est complètement nécrosé. C'est une sorte de momie, une momification qui fonctionne sur des aspects complètement formalistes, mais qui ne tient pas vraiment compte de la réalité humaine des gens, de ce qu'ils vivent. Alors, forcément, comme l'histoire judiciaire est longue et interminable, on a toujours des procédures auxquelles on peut se référer, on a toujours des procédures antérieures qui datent depuis Mathusalem, allons dire, et qui donc justifient toutes les décisions qui vont être prises. En attendant, je pense que c'est ce système qui doit être renversé, rénové, parce que je pense qu'il ne satisfait même pas les magistrats dans leur totalité. Ils font leur boulot, ils font leur travail, la mort dans l'âme, les avocats,
On se demande pourquoi on devient juriste, d'ailleurs. La plupart du temps, c'est pour défendre sa propre cause. On l'ignore, on fait que socialiser sa névrose, hein, très souvent dans le système judiciaire. C'est-à-dire, on essaie de rendre ses besoins utiles aux autres, tel qu'on le sent, tel qu'on le pense, avec le plus de conscience possible. Mais on en arrive concrètement dans l'affaire qui touche Salim et les frères Moussadji, on en arrive vraiment à penser ce que dit Salim, c'est-à-dire que le droit, n'importe quel petit observateur voit très bien comment les choses se passent, c'est-à-dire qu'il y a eu une mafia, des arnaqueurs qui ont dépouillé les frères Moussadji. Mais avec cet ensemble de procédures qui sont toujours justifiées d'une manière ou d'une autre par l'un ou l'autre des acteurs de ce système poussiéreux, mortifère et que j'estime nécrosé, eh bien, on voit très bien que justice n'est jamais rendue. Le droit n'est jamais véritablement appliqué. Et donc, nous avons toutes les raisons de penser que ce qu'on cherche à faire, c'est à protéger une sorte d'équilibre de la société qui est organisée de manière hiérarchique avec les forts, les puissants dont nous parlions, ceux qui se sentent forts et puissants, qui se croient forts et puissants, et puis les petits, les faibles, ceux qui essayent de se défendre comme ils peuvent contre les aléas de l'existence. On voit très bien on pense, on a raison de penser, me semble-t-il, de beaucoup de raisons de penser que ce système judiciaire est là pour maintenir, dès qu'on touche aux hiérarchies sociales, maintenir les équilibres sociaux et surtout ne pas mettre en cause les puissants, ce qui pourrait déstabiliser la totalité de notre société. Ce que moi j'appelle de mes voeux, non pas pour être destructeur, être un voyou, tout ça, mais parce que justice n'est pas rendue du tout. Et en l'occurrence, dans l'affaire de Salim Moussadji, justice n'a pas été rendue, n'est pas rendue, 142 procédures, rendez-vous compte. Et on continue, ça n'arrêtera jamais. Et c'est la dernière question pour vous trois. Quelque part, cette injustice à La Réunion fait foi de justice aujourd'hui? Comment voulez-vous qu'on ait confiance là-dedans? Pardon. Non, la question est là. Je dis à Salim, est-ce que Salim aujourd'hui croit encore à la justice? Oui, ben, d'ailleurs maintenant, je veux dire, eux, c'était une stratégie d'asphyxie avec la complicité du système judiciaire. Ah, par exemple, depuis 2010, ils sont condamnés à 1,5 million, le rappel est radié. Mais c'est réinscrit en fraude par une magistrate de la cour d'appel. En fraude? En fraude, c'est ça. Mais c'est grave. Et ça, eux, ils continuent comme si de rien n'était, un procès truqué, on attend une décision de cassation, on est condamné, on est vendeur, on est condamné à indemniser l'acheteur. C'est la délinquance financière en col blanc, et ça, il faudrait que les nouveaux magistrats tirent les conséquences de tout ce qui a été fait. C'est pas à nous les justiciables, et on le voit de d'autres affaires, de subir tout ça. À un moment donné, le conflit va se durcir. Et nous, on va les dénoncer de toutes nos forces. Et d'ailleurs, je suis relaxé, la presse nationale, M. Ploquin, qu'on remercie, qui lui a eu le courage, il s'est exprimé, c'est passé à la radio aussi. Il a parlé de l'affaire Moussadji. C'est comme si le maître nageur, c'est-à-dire la justice qui est censée protéger le baigneur, il téléguidait le requin pour attaquer le baigneur. Voilà, et pour ça, une affaire hors norme qui démontre les petits arrangements, etc. Il y a une corruption dans notre affaire. On parle aujourd'hui de corruption. Et normalement, la vente, comme M. Waro, je remercie d'ailleurs, pour finir, M. Jacou et M. Waro, qui sont les deux personnes qui m'ont le plus soutenu, qui sont mouillées, et pour la vérité, pour la Réunion, pour la moralité, et ça va trop loin. À un moment donné, ces gens-là, s'ils ont un honneur, comment ça se fait que les petits noms, on le voit tout le temps, les petits Réunionnais, pour rien, ils sont condamnés, et nos adversaires, ils sont cuits. Ils ont volé des millions, ils ont vidé les stocks de nuit. Il y a des témoins, il y a tout, il y a des jugements, et les procureurs ferment les yeux. Mais nous, quand on voit ça de loin, le peuple, on dit, mais c'est de la corruption là-dedans. Alors, quel regard le peuple doit porter sur la justice aujourd'hui? Vous voyez, je disais tout à l'heure, dans l'affaire Moussadji, et il y a d'autres affaires. Le problème, c'est qu'il y a d'autres affaires. C'est-à-dire que ça n'est pas l'affaire d'un individu, mais c'est l'affaire d'une société. C'est un problème de société
comme on dit aujourd'hui, un problème sociétal. Et dans l'affaire Moussadji, et on retrouve ça dans d'autres affaires, les juridictions définissent toutes les causes de la condamnation des prédateurs. Elles définissent, c'est dit, la collaboration déloyale, les chiffres sont faussés, et on ne peut pas fixer le prix. Plusieurs juridictions le disent. C'est pas l'individu, c'est pas Moussadji, c'est la juridiction qui le dit. Il y a eu des manœuvres déloyales, il y a eu des fautes. Ça, c'est la première chose. On ne peut pas fixer le prix de Moussadji. Et malgré ça, on fixe le prix. Vous voyez? Ça, c'est une première observation. Et la deuxième observation, c'est qu'un acteur de ce drame, eh bien, il est invité par son autorité hiérarchique à se retirer de l'affaire pour des raisons déontologiques. Donc, il y a une sanction. Eh bien, malgré ça, on condamne la victime. C'est ça qui est énorme. Et là, il n'y a aucune force d'opinion, il n'y a aucune pour dire ça ne se fait pas. Eh bien, ça se fait. C'est ça qui est le drame de l'affaire. Un dernier mot. Juste pour dire que dans cette affaire qui oppose Saïd Moussadji, ses frères, à d'autres, sur j'allais dire, ce conflit qu'il y a, aujourd'hui, c'est vrai que c'est plus la crédibilité de la justice, je pense, qui est sur le grill. Qu'est-ce qui va en ressortir? En tout cas, il y a une chose qu'il faudra se dire, c'est que, au-delà d'une institution, ce sont les valeurs des hommes, je pense, qu'il faut remettre en cause. Il faut se poser les bonnes questions. Ces gens-là ont-ils encore leur place là où ils sont? À mon avis, moi je ne fais pas une question de personne. Oui. C'est un système. C'est le système qu'il faut casser. Et les personnes sont beaucoup plus victimes du système. C'est le système qu'il faut casser. Et je suis sûr que certaines personnes qui font des actes comme ça, répréhensibles, le font avec regret ou le font avec mauvaise conscience. Mais ils ne peuvent pas faire autrement. C'est ça qu'il faut arriver à mettre fin. Et là, il faut que les Réunionnaises et les Réunionnais, tous confondus, on se manifeste d'une façon ou d'une autre publiquement pour dire ça, stop. On termine sur ces mots de Paul Warreau. Merci, Paul Warreau. Merci à Adnan Jacou et merci également à Saïd Moussadji pour cet échange. En tout cas, la question est posée. On verra quelle est la suite. On aura l'occasion de revoir ces trois messieurs sur le plateau. On va marquer une pause. On se retrouve juste après. La différence entre un contrat à temps plein et un contrat intermittent? La différence entre un contrat à temps plein et intermittent, un contrat à temps plein, c'est on travaille à 151 heures, et un contrat intermittent, c'est-à-dire on va être payé les heures qu'on va travailler. Qu'est-ce qui explique que ce genre de contrat qui est dénoncé par les travailleurs sociaux, par les auxiliaires de vie, continue à exister? Ce contrat continue à exister parce que ça permet en fait aux structures de faire du profit, de gagner des sous et de ne pas perdre. Parce que si je prends un exemple, on va faire un contrat intermittent. Supposons qu'on travaille à 151 heures et dans le mois on va effectuer 140 heures. Et on va être payé 140 heures. Si on met un contrat qui est légalisé et qu'on dit que notre contrat est signé un contrat à 151 heures, si on n'effectue pas ces heures-là, c'est l'entreprise qui va perdre des sous. Pour l'auxiliaire de vie sociale qui est sur un contrat intermittent, il y a un problème. C'est qu'il ne sait pas quel est le nombre d'heures
qu'il ou qu'elle pourra effectuer pendant le mois. C'est sûr que pour une auxiliaire de vie qui travaille à un contrat intermittent, elle aura des problématiques parce que chaque fin de mois, elle ne saura jamais quel salaire elle va avoir. Elle peut travailler ce mois-ci, avoir un salaire de 120 heures, le mois prochain 130 heures, ce qui fait que elle ne peut pas se projeter dans l'avenir si elle veut acheter une voiture. Aujourd'hui, il est primordial pour faire ce métier d'avoir une voiture. Imaginez-vous comment on va faire un crédit si on ne sait pas combien on va toucher tous les mois. C'est très difficile. Donc on ne peut pas se projeter dans l'avenir. Si on a des enfants, on est une famille, on ne peut pas non plus se dire ce mois-ci comment on va vivre, le mois prochain comment on va vivre. Donc il faut vivre au jour le jour. C'est vraiment un travail qui est précaire quand on travaille de cette façon-là. Qu'est-ce qui vous répondent les patrons lorsque vous leur dites qu'il ne faut plus utiliser les contrats intermittents? Les patrons, ils vous disent que c'est autorisé, c'est dans la convention, donc eux, ils appliquent la convention quand ça leur arrange en fait. Pour ceux qui subissent ces contrats intermittents, dans quel état d'esprit ils sont et comment se déroule leur vie? Leur vie, c'est toujours des fins de mois difficiles quand on a ce genre de contrat. Et surtout, se projeter dans l'avenir, c'est impossible. Elles sont stressées parce que elles veulent toujours travailler plus. Quand on arrive au point où, quand on a une bénéficiaire, on a peur que cette bénéficiaire décède. Elles sont en fin de vie parce qu'on sait que si cette personne-là, elle va partir, on sera payé moindre. Et il y a aussi un autre problème pour ces contrats intermittents. Il y a ceux qui vont chercher un deuxième emploi. Oui, exactement, parce que pour arrondir les fins de mois, puisqu'on ne sait pas combien on va avoir, il faudra chercher un autre employeur. Donc du coup, on aura plusieurs employeurs. C'est toujours une grosse gestion. Il va falloir s'organiser, voir comment on fait pour travailler, avoir un planning vraiment très rigoureux, parce que c'est pas facile d'avoir deux employeurs, d'aller travailler. Pour les congés, ça va être difficile. Il faut que les deux employeurs donnent les congés en même temps. Sinon, ça n'a pas de sens. On va chez un, on va être en congé, chez l'autre, on va aller travailler. Donc, on ne se repose jamais. Donc, c'est vraiment une très grande gestion pour avoir plusieurs employeurs. Au niveau du code du travail, est-ce qu'il y a une possibilité de demander à un député d'intervenir sur ce point? Après, je pense que c'est une question, oui, le gouvernement, il peut intervenir. De toute façon, c'est lui qui est le principal donneur d'ordre, on va dire, quelque part. C'est un service qui doit être public. Mais bon, on se décharge sur les entreprises privées, sur le monde associatif. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui dépend de l'État. Il peut intervenir dessus. Il peut demain dire que, puisqu'on fait tous le même métier privé et public, on va en faire un service public géré par le conseil départemental, qu'on soit des salariés du conseil départemental. C'est possible. Dans vos revendications, comment vous allez essayer de peser également sur ce dossier dans la manifestation? Dans la manifestation, on aura des pancartes, on ira manifester devant le conseil départemental, on fera notre proposition pour dire que c'est plus facile pour tout le monde, pour l'assurance aussi. On a vu par le passé ce qu'on peut utiliser comme argument, c'est que par le passé, on a vu la RAST, où on était à 1253 salariés. Quand la RAST a fermé ses portes, toutes ces personnes, ces bénéficiaires, ils se sont retrouvés dans des situations très difficiles. Il a fallu faire du bénévolat pour que ces personnes ne soient pas isolées, qu'ils ne soient pas seules, qu'ils aient à manger, qu'on s'occupe d'eux. Et on a bien vu ces problématiques. D'ailleurs, à cette époque-là même, ils avaient envisagé de faire un service public. Mais je ne sais pas pourquoi ça n'a pas tenu la route. Mais c'est vrai qu'on peut utiliser ça à chaque fois qu'il y a une problématique. Quand on voit dernièrement, il y a eu une autre grosse structure qui était en redressement. C'est pareil, 600 salariés et plusieurs bénéficiaires qui en dépendent. On fait tout pour que cette structure
reste qu'elle ne ferme pas ses portes, parce que sinon c'est la catastrophe. Que deviendraient toutes ces personnes?